Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, je n'aime pas ce que nous sommes en train de devenir. En 1789, à la naissance de notre démocratie, on rêvait de bonheur, de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'immigration, de terrorisme et de chômage. Le premier entraînant les deux autres, évidemment. Attention aux étrangers, ils vont nous envahir. Attention dans le métro, ton voisin est peut-être un terroriste. Attention petit chômeur, tu te laisses aller, on va te punir. Alors, on nous promet la sécurité, le travail et même, et ça c'est le meilleur qu'on puisse espérer, le pouvoir, oui, le pouvoir d'achat. Et le rêve, pour les meilleurs d'entre nous, les plus entreprenants, les plus courageux, les plus performants, les plus jeunes, l'ambition suprême doit être devenir milliardaire. Waouh! Alors moi, je m'assois et je prends un livre. C'est un livre d'Arthur Rimbaud et ce sont ses lettres et ses poésies. Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. J'habite à Charleville, ma ville natale est supérieurement idiote. 1870, la France est en guerre. Les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres font du patrouillotisme aux portes de Mézières. Ma mère, aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb, veut m'imposer un travail abrutissant. Je suis malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries. Enfin, j'espérais surtout des journaux, des livres. Rien, rien. Je vais m'enfuir. Je vais écrire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations. Je vais faire exploser la poésie. Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique Moyen-Âge. Il y a des lettrés, des versificateurs. D'Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir de la Vigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes. Racine est le pur, le fort, le grand. On eût soufflé sur ces rimes, brouillé ces hémistiches, que le divin sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'origine. Après Racine, le jeu moisit. Il a duré 2000 ans. Ni plaisanterie ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitude sur le sujet que n'aurait jamais eu de colère un jeune France. Du reste, libre au nouveau, d'exécrer les ancêtres, on est chez soi et l'on a le temps. On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ?
les critiques, les romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur? Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs. Ivresse, ai-je dit, vers et lyres rythment l'action. Après, musique et rime sont jeu, délassement. L'étude de ce passé charme les curieux. Plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités. C'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau. On agissait par, on en écrivait des livres. Telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse. À l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la forme de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme,
absorbé par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Toujours plein du nombre et de l'harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions. Comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. En attendant, demandons aux poètes du nouveau, idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. Ce n'est pas cela. Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte. La culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents. Locomotives abandonnées, mais brûlantes, que prennent quelque temps les rails. Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. Hugo, trop cabochard, a bien du vu dans les derniers volumes. Les Misérables sont un vrai poème. Musset est 14 fois exécrable pour nous, génération douloureuse et prise de vision, que sa paresse d'ange a insulté. Les seconds romantiques sont très voyants. Théophile Gautier, Lecomte de Lille, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. La nouvelle école, dite parnassienne, a 2 voyants, Albert Merat et Paul Verlaine, un vrai poète. Voilà, ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux. Cherche pas, t'auras pas le temps de comprendre. J'arrive, y'a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive, y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare. J'arrive, Jaguar, Acaradio et Star. J'arrive, comme un régulateur, sans conscience donc sans peur. J'arrive. Accroupissement. Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Milotus, un œil à la lucarne, d'où sort le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'arne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à l'anse d'un peau blanc, à ses reins largement retrousser sa chemise. Or, il s'est accroupi frileux, les doigts de pied repliés grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier, et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle aux rayons tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe au ventre. Il sent glisser ses cuisses dans le feu et ses chausses roussir et s'éteindre sa pipe. Quelque chose comme un oiseau remue un peu, à son ventre serein, comme un monceau de tripes. Autour dort un fouillis de meubles abrutis, dans des haillons de crasse et sur de sales ventres. Des escabeaux, crapauds étranges, sont blottis au coin noir. Des buffets ont des gueules de chantre, qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite. Le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite et parfois, en hoquet fort, gravement bouffon, s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font au contour du cul des bavures de lumière,
Une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. Vous seriez exécrable de ne pas répondre. Vite, car dans 8 jours, je serai à Paris, peut-être. Au revoir. Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux bustes éclatants. On va sous les tilleuls vers de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser la sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou, Robinson, à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un bal réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre d'un faux. Je vous ai lu des textes d'Arthur Rimbaud, Les Lettres du Voyant, la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 et Délire 2, Alchimie du Verbe dans Une saison en enfer. En faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurt le cavatine. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes tous amoureux, pour sonner, la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous me rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.